En entendant une voix familière, Seo-yeon fut comblé de joie et pleura des larmes de bonheur. Seon sortit du lit et chercha la source de la voix. Il continua à crier, demandant qui lui parlait en ce moment. Derrière la porte, une main sortit, lui attrapa le cou et le souleva avec la porte, le frappant à la poitrine et lui serrant la gorge, l'empêchant de respirer et de se débattre. À ce moment-là, Taesan apparut et commença à lui faire la leçon. Il dit que le monde avait des gens qui n'étaient pas humains et que même quand ils étaient pris la main dans le sac, ils se justifiaient toujours et disaient qu'il n'était pas le seul comme ça. Tout en faisant la leçon, il étrangla Young-seo et lui prêcha. Il avait tellement peur qu'il se repentit, pleurant des larmes d'étouffement. Il dit que si Taesan le laissait vivre, il paierait n'importe quel prix. Taesan lui demanda combien il paierait pour sa vie. Il paniqua et dit que s'il le laissait partir, 100 millions seraient à Taesan. Taesan dit que sa vie était trop bon marché, pas assez d'argent pour qu'il prenne son petit déjeuner. Il cria rapidement et il pouvait donner 1 milliard s'il le laissait partir. Taesan le frappa encore sur la table et la table explosa. Il dit qu'il n'avait pas besoin d'argent et qu'il aurait besoin de quelque chose d'autre. Il a paniqué et s'est calmé et a respiré lourdement, mais avant qu'il ne puisse se calmer, une poignée de pilules lui a été jetée devant lui. Taesan lui a donné les pilules et voulait qu'il les prenne toutes parce que c'était le genre de pilules qu'il prenait habituellement, qui rendait les gens excités et hallucinés. Il était terrifié et pleurait. Taesan lui a dit que tant qu'il prendrait toutes ces pilules, il ne le tuerait pas. Il l'a supplié de lui pardonner. Voyant qu'il refusait, Taesan a décidé de les lui mettre dans la bouche. Sa bouche était bourrée de pilules et il a été forcé d'avaler. C'était vraiment une rétribution maléfique. Sur Internet, les gens discutent d'une vidéo de Young-seo en dansant sauvagement, sans vêtements, et courant dans la rue. Il n'a été arrêté que lorsque la police l'a attrapé. Dans un immeuble de bureaux, des cris et des jurons résonnaient. Tout le monde dans l'entreprise était terrifié par le bruit. Un club de golf s'écrasa dans un pot de fleurs, le brisant en morceaux. Le père de Young-seo était furieux de voir son fils prendre trop de drogue et faire la une des journaux. Il cria au manager, lui demandant qui avait donné les drogues à son fils. Le manager dit que son fils était allé à une fête chez une société de divertissement après avoir reçu une invitation. Il avait peut-être utilisé les drogues là-bas. Quand il entendit que la société de divertissement avait invité son fils, il devint encore plus en colère et voulut que le manager y aille et arrête tous les impliqués. Le manager dit que c'était trop tard maintenant, car la police les avait déjà emmenés. Cela le rendit encore plus frustré. Le manager dit que la police les avait arrêtés pour détournement de fonds et pour avoir fait du mal à d'autres artistes avec des astuces, les poussant au suicide. En entendant cela, le père de Young-seo devint pâle de peur. Il ordonna rapidement au manager d'arrêter tous les médias et d'appeler un avocat. Le manager était paniqué et ne savait pas quoi faire, mais il acquiesça et partit. Il essayait de contacter quelqu'un avec une position élevée. Il devait rencontrer cette personne tout de suite dans l'appartement où Taesan avait vu les forums discuter de l'affaire de Young-seo. Taesan se sentit heureux et satisfait de lui dire au revoir. Cette nuit-là, il courut et hurla dans la nuit, laissant une profonde impression sur le peuple coréen. Il ramena également Seo-yeon chez elle pour se reposer. Elle était très paniquée à ce moment-là, mais finit par boire un peu d'eau et s'endormit. Il effaça également toutes les cartes mémoire des caméras sur les lieux. Les frères du réalisateur avaient également été bloqués par les vaisseaux sanguins de Taesan dans leur cou et pourraient être paralysés à vie. Pour le reste de leur vie, ils devraient compter sur des couches. On pouvait dire qu'ils étaient vivants, mais pas vivants. Il se souvenait clairement de cette nuit où il était très en colère. Il avait entendu le système annoncer qu'il avait des points de karma sombres et qu'il était suivi par des parties maléfiques. Il ne comprenait pas ce que ces points étaient, mais il s'en fichait. Il voulait détruire complètement les ordures, ne laissant aucun morceau de déchet derrière lui. Le siège du Phyton Hotel était en panique. À ce moment-là, le directeur de l'hôtel ne comprenait toujours pas où étaient passées toutes les actions de l'hôtel. Son subordonné lui avait dit qu'un fonds privé en avait acheté 20%, et il ne savait pas pour les autres fois. Le directeur voulait qu'il contacte l'acheteur et lui propose de racheter les actions au double du prix. Le directeur n'avait jamais été dans une telle crise. C'était la première fois que quelqu'un sous ses yeux pouvait transférer toutes les actions si rapidement. Il ne comprenait pas comment avec 10 milliards de dollars de dette,
il n'en avait plus que 3. Son subordonné lui dit qu'il ne savait pas qui avait acheté les actions, mais qu'il savait que la société avait été acquise par Korea Union. La condition pour rendre les actions était de laisser une personne de Corée être le plus grand actionnaire. Selon ce qu'il avait découvert, le fonds d'investissement personnel ne détenait que 1% des actions de la société. Le directeur était très confus par les informations qu'il venait d'entendre et voulait qu'il découvre qui était derrière tout cela. Mais pour des raisons personnelles, il ne pouvait pas savoir qui était derrière. Il voulait le savoir à tout prix. Il voulait augmenter la mise pour Hillary, même s'il devait utiliser le pouvoir du gouvernement. Il était très en colère, déchira le papier dans sa main et jura que qui que ce soit, il l'attraperait et le dépouillerait et le jetterait dans le désert. Dans le bureau de Taezan, il demanda à Robert d'ouvrir une réunion d'enchères libre, la cible principale étant le groupe ANA. Robert comprit rapidement et demanda jusqu'où il voulait aller. Il sourit et dit qu'il voulait prendre le contrôle des droits du groupe. Robert comprit rapidement et s'organisa pour travailler. Ensuite, il rapporta à Taezan que le groupe Phyton avait contacté l'Union et voulait racheter les actions. Il dit qu'il voulait les racheter à un bon prix. Mais Taezan dit qu'il ne vendrait pas les actions qu'il avait en main. Taezan lui ordonna de transférer rapidement les documents commerciaux aux actionnaires et de suivre son plan. La conversation se termina, et ils éteignirent rapidement la machine. Taezan se tenait près de la fenêtre et regardait en bas. Il pensait que même s'ils étaient des aides, il les transformerait en les meilleures personnes du monde. Taezan se sentait heureux et confiant, excité dans son cœur. À ce moment-là, soudain, il y eut un garde de sécurité qui annonça que le manager Wang de la société de divertissement était venu le voir. Le manager Wang entra et fut surpris de constater que la personne devant lui était une vieille connaissance. Il était choqué, ne s'attendant pas à ce que ce jour lui arrive. Pendant ce temps, Taezan souriait simplement parce qu'il savait qu'il serait surpris. Il invita rapidement le manager à s'asseoir et à discuter du travail. Il hésita à dire qu'il avait invité le manager si soudainement qu'il semblait très surpris, mais c'était vraiment surprenant. Le manager sentit que la vérité était comme une blague qui n'était pas drôle du tout. Taezan lui expliqua rapidement que le directeur représentant actuel de la société de divertissement avait été coupé, et que c'était l'intention du manager, car ce n'est que lorsqu'il était coupé, que la vie des jeunes et la sienne serait meilleure. Il ne savait toujours pas qui avait coupé le directeur de la société. La réponse fut révélée dès qu'il pensa. Il dit que c'était lui-même qui avait coupé le directeur de la société. Le manager était stupéfait et ne comprenait pas où il était en ce moment, il ne savait toujours pas ce qui se passait vraiment. À ce moment-là, Taezan dit que tout serait remis au manager et le promu directeur. Après avoir choisi le directeur, il changea le nom de la société de divertissement en MTS. Le manager avait l'impression que ce jour était comme passer toute une vie. Il se transforma en statue de pierre pour enregistrer ses exploits pour les jours à venir. Taezan lui demanda s'il se souvenait des mots qu'il avait dit auparavant. Il ne savait toujours pas de quoi Taezan parlait, ni comment il avait été promu directeur. Taezan continua, il avait lui-même promis qu'après avoir été promu, il essaierait de prendre soin des jeunes pour qu'ils puissent vivre mieux. Il se souvint soudainement que cette conversation avait eu lieu le jour du ski. Les mots qu'il avait dit alors étaient maintenant devenus réalité. Taezan dit que la vague d'idoles coréens se répandrait dans le monde entier et espérait qu'il la développerait mieux qu'elle ne l'est maintenant. Il fut émerveillé par la prophétie de Taezan, ne croyant pas ce qui se passait. Taezan continua, à l'avenir, la vague K-pop déborderait de la Corée et se répandrait sur toute la planète comme une nouvelle vague. Taezan voulait qu'il fasse ce qu'il faisait et qu'il le fasse mieux qu'il ne l'est maintenant, car il voulait que Seo-yeon marche sur un chemin plein de roses. Dans un café, Taezan discutait avec le directeur de la façon de gérer l'ancienne société de divertissement. La société fut réglée sans heurts, grâce au directeur. Le directeur lui demanda s'il aimait Seo-yeon et c'était pourquoi il l'aidait autant. Il sourit et répondit qu'il l'aidait parce qu'elle ressemblait à ses jumeaux. Il demanda au directeur comment il allait gérer l'achat de tout le cabinet d'avocats. Le directeur fut surpris par son idée. Il voulait que le directeur achète toutes les actions du cabinet d'avocats pour l'aider, mais il craignait qu'il ne vende pas. Taezan dit que la première personne qui accepterait de vendre les actions recevrait 100 milliards, et la deuxième 90 milliards.
Le directeur eut l'impression qu'il parlait de l'argent comme s'il s'agissait d'un petit nombre. Taezan le corrigea rapidement. Il dit que le cabinet d'avocats Samu méritait l'argent qu'il dépensait. Taezan conseilla au directeur de ne pas s'inquiéter et de suivre ses instructions. Le directeur le trouva très étrange. Il ordonna au directeur de tout gérer sans heurts et de garder le noyau de la société pour continuer à travailler. Le directeur se sentit très difficile car cette société était liée à de grandes entreprises, et il était difficile de la racheter. Taezan dit, vous devez juste éviter les ennemis. Toutes les sociétés liées seront ses clients. Le directeur Jio se sentit paniqué par ses pensées. Il dit qu'il voulait qu'il garde les employés qui lui avaient envoyé des SMS, et qu'il licencie tous ceux qui l'avaient trahi. Le directeur Jio n'en croyait pas ses yeux et lui demanda s'il devait licencier toute la société. Il dit oui avec une expression ferme et il voulait recevoir la liste des employés avant de les licencier. Le directeur accepta joyeusement et rapidement. Taezan voulait procéder à cela le plus rapidement possible. Le directeur accepta joyeusement et rapidement le fit. En regardant par la fenêtre, Taezan pensa qu'il l'aimait peut-être plus que sa femme. À ce moment-là, il y avait un employé qui rendait compte à son patron d'une énorme quantité d'argent qui circulait partout sans connaître l'identité. Son patron était assis sur la chaise et fut surpris par le rapport. Il continua à rendre compte et l'argent continuait à affluer dans tous les pays, Amérique, Hong Kong, Europe. Le directeur lui demanda rapidement, quelle est l'échelle alors? Il répondit que l'échelle avait dépassé 10 milliards de dollars et était cachée très habilement. Il ne l'avait saisie que récemment. Le directeur sentit que ce n'était pas une petite somme d'argent, et qu'il fallait la poursuivre jusqu'au bout. Mais l'employé rapporta qu'il était très difficile d'identifier l'identité car la source n'était pas claire. Même s'ils enquêtaient sur eBay, ils ne pouvaient rien trouver car il s'agissait d'un fonds d'investissement privé. Le directeur se sentit un peu surpris par cet incident. Il réfléchit un moment. L'employé lui demanda s'il devait signaler aux autorités pour convoquer tout le monde pour une enquête ou non. Le directeur dit qu'il ne devait pas exposer leur queue aux autres. Il voulait devenir un serpent hibernant, attendant le moment de se réveiller. Quand toutes les forces seraient disposées de manière satisfaisante, il deviendrait le bénéficiaire car il avait enduré l'humiliation pendant les 100 dernières années. Il demanda à l'employé de contacter et d'enquêter sur les moindres développements. L'employé acquiesça rapidement. Peut-être qu'il devrait bientôt communiquer par code au lieu de pouvoir appeler directement comme ça. L'employé acquiesça rapidement et mit fin à l'appel. Il regarda vers la ville et pensa que l'ère du chat et de la souris était passé et que l'ère de l'attente de la proie était également passé. Maintenant, il voulait devenir le patron de tout. À l'aéroport, la carte du directeur de la société de divertissement donna à Taezan un peu de réconfort et se sentit moins mal. Il ne s'inquiétait pas du directeur actuel de la société, car il déciderait de ce qu'il fallait faire et tout se passait selon son plan. Il pensa à un directeur d'hôtel Phyton dans le noir qui était son homme, ce qui le fit sourire avec suffisance. Soudain, il pensa à l'oncle qui avait jeté sa mère hors de la maison cette année-là. Il voulait retrouver cette personne pour venger sa mère. La prochaine année 2008 serait le moment de crise pour toutes les entreprises. Les entreprises tomberaient dans une récession. Soudain, il y eut un appel de son nom anglais derrière lui. Il se retourna rapidement et vit la famille de sa petite amie qui venait de descendre de l'avion. Il sourit chaleureusement et appela son nom Plaza. Dans un endroit sombre du bâtiment des ténèbres, il n'y avait qu'une bougie vacillante, quelqu'un chuchota que le descendant du masque de fer s'était réveillé et avait pris l'épée de la vengeance, il couperait la tête du dragon et du serpent. À ce moment-là, tout le monde était assis à la japonaise. L'homme dit à ses subordonnés de se préparer, de répandre la peur et de les piétiner. Tout le monde cria à l'unisson, nous allons certainement les piétiner. Ensuite, il regarda ses subordonnés et dit, trouvez-le vite et tuez-les tous. Tout le monde cria à l'unisson, oui monsieur. Il sourit mystérieusement, pensant à lui. Puis, il sourit comme un fou, voulant le tuer immédiatement. À ce moment-là, chez Taezan, la mère de Taezan sortit joyeusement et salua les nouveaux invités. Plaza courut et étreignit le mari de la mère de Taezan, elle l'appela affectueusement maman. Le père de Plaza fut surpris par la beauté de la Corée. Pendant ce temps,
tout le monde était heureux de se revoir après une longue période. La mère de Plaza salua tout le monde et se présenta comme Emmanuel. Le père de Plaza se présenta également comme l'ayant. Il était gêné et dit qu'il était impoli de ne pas apporter de cadeaux pour rejoindre la famille. La mère de Taezan salua également tout le monde et se présenta comme Seojin, la mère de Taezan. Taezan demanda des nouvelles de son père, mais sa mère dit que son père était sorti avec ses 2 sœurs, et qu'il ne rentrerait pas avant la nuit. Soudain, le père de Plaza fut surpris en regardant la maison. Il dit que c'était le terrain avec la meilleure fortune qu'il ait jamais vue, il n'arrivait pas à croire qu'il pouvait venir dans un endroit aussi beau. À ce moment-là, dans l'entreprise du père de Young Seo, il a demandé au manager qui était Taezan et a appris qu'il était le junior de son fils. Étudiant dans la même école, le manager lui a dit qu'il venait de s'inscrire. Il ne comprenait pas ce que s'inscrire avait à voir avec le fait que son fils soit obligé de prendre de la drogue. Le manager a vite expliqué que c'était parce que les caméras n'avaient pas enregistré, donc il ne savait toujours pas qui avait attaqué son fils. La fille qui était allée avec Young Se-hwayon a appelé le frère de l'agresseur. Selon l'enquête, cette personne pouvait être Yang Taezan. Le manager a rapporté que c'était une information exacte et qu'il l'avait enquêté. Le manager a dit qu'il avait enquêté très soigneusement et qu'il ne savait que Se-hwayon n'avait qu'une personne appelée frère, Taezan. Le père de Young Seo ne croyait toujours pas qu'un étudiant de première année puisse obliger son fils à prendre de la drogue seul. Si cela se produisait vraiment, cela signifiait que Taezan était vraiment bon. Le manager a également estimé que c'était vrai, car à la campagne, il suffisait de tenir un couteau pour être arrêté par la police. Il a demandé au père de Young Seo s'il se souvenait des élèves qui se battaient avec des voyous les années précédentes. Il s'en souvint soudainement et fut encore plus surpris lorsque Yang Taezan fut celui qui punissait ces voyous après les rapports du manager. Il décida d'appeler l'équipe 2 pour s'occuper de Taezan. Le manager fut surpris lorsqu'il appela l'équipe 2, car cette équipe était très violente. Il cria, si ce n'était pas l'équipe 2, alors quelle autre équipe? Parce qu'il était très féroce. Il serra également le poing et le frappa sur la table de colère. Il pensait que si tout ce qui était enquêté était vrai, alors peut-être qu'il devrait tuer Yang Taezan. À ce moment-là, dans la cour de Taezan, c'était très joyeux. Son père et le père de Plaza étaient épaule contre épaule en train de boire ensemble. Les 2 jumeaux virent soudainement la scène devant eux, ne sachant pas si c'était la première rencontre de ces 2 personnes ou non. À ce moment-là, il n'y avait aucune trace de Taezan et Plaza sur la table à manger. Les 2 marchèrent légèrement dans le jardin arrière. Plaza se sentait heureuse quand le paysage ici était vraiment beau. Elle dit que c'était vraiment étrange qu'à chaque fois qu'elle venait en Corée, son humeur s'améliorait. Taezan dit que s'il allait à Hong Kong, son humeur s'améliorerait également. Plaza expliqua que parce que la Corée était l'endroit où elle était née, elle aimait beaucoup cet endroit. Soudain, elle se tut, hésita, mais ne put rien dire. Soudain, elle appela son nom, le rendant très surpris. Elle lui dit que quoi qu'il arrive, il ne deviendrait jamais ennemi. Il se demanda ce qui se passait. Il la tira dans ses bras et lui demanda si c'était à cause du travail de l'entreprise qui la fatiguait ou non. Il lui dit que si elle se sentait trop dure là-bas, elle devrait démissionner et revenir en Corée pour travailler avec lui. Elle dit qu'elle ferait ça. Soudain, elle dit que s'il voulait l'aider, peut-être qu'il serait aussi mis à la porte. Elle appela son nom affectueusement, le faisant se sentir gêné. Elle passa ses bras autour de son cou et dit qu'à ce moment-là, ils devraient oublier toutes les pensées dans leur tête et juste vouloir s'aimer. Puis, ils se donnèrent un baiser passionné. Chez Taezan, le téléphone de Se-hwayon sonna, sa voix était joyeuse et dit de se rencontrer, elle lui offrirait 7 noix de Bethel. Il se demanda pourquoi elle voulait l'inviter à manger aujourd'hui. Elle dit que c'était parce qu'elle avait un salaire aujourd'hui, alors elle voulait l'inviter à manger. Elle commença à parler de sa vie récente, pas autant de pression qu'avant. Son manager la traitait aussi très bien. Elle se mit à bavarder sur sa vie, mangeant mieux, étant mieux traitée et ayant un salaire fixe. En outre, après 4 mois de contrat, il y avait aussi divers types d'assurances pour les employés, ce qui la rendait très heureuse. Taezan lui dit joyeusement que sa société était géniale.
Elle lui dit aussi que peut-être le sponsor de la société était aussi une personne cool comme lui, qui pouvait rendre la société si bonne. Elle dit que seule la comparaison avec lui était la meilleure, car il était la meilleure personne au monde. Entendant le bruit à son extrémité, Seo-yeon lui demanda s'il était occupé ou non. Elle lui demanda s'il sortait avec d'autres filles ces derniers temps. Il dit qu'il était un peu occupé, car il allait commencer l'école. Ensuite, les deux parlèrent de l'album de printemps du groupe. À ce moment-là, il était descendu au sous-sol pour se garer. Il lui conseilla que même si elle était fatiguée, elle devait essayer d'endurer pour réaliser son rêve de devenir une idole. À ce moment-là, soudain il regarda le garage. Il lui dit qu'il était tard, qu'elle devait aller se coucher. Puis, il raccrocha rapidement. À ce moment-là, quelqu'un appela son nom avec colère derrière lui. Se retournant rapidement, il vit un groupe de personnes très nombreuses se mettre en ligne pour le battre. Il sourit juste et ne se sentit pas du tout effrayé. Soudain, un appel fort retentit dans le garage. Le vieil homme barbu sortit et le regarda avec un visage résigné. À ce moment-là, Tessa se retourna vers lui, il lui demanda pourquoi il était si taciturne, il l'appelait Justei. Il le regarda avec un visage supérieur et dit qu'il pouvait l'appeler comme il voulait, il semblait qu'il avait aussi un peu de courage. En regardant ces gens, il sut tout de suite qu'ils étaient inutiles, tous une bande de meurtriers et de voleurs. Voulant vite en finir avec tout, il leur demanda ce qu'ils voulaient. Le manager trouva que attendre l'équipe 2 pour s'occuper d'un gamin était trop long. Il attendait avec impatience et inconfort. À ce moment-là dans le garage, une mêlée avait commencé, en fait c'était une bagarre de gang contre Taezan. Mais la bagarre se transforma en Taezan les battant tous. Voir ces gens se faire battre était très choquant, mais à ce moment-là Taezan dit juste qu'il les avait frappés par accident. Il frappa le visage de la personne la plus proche, cria qu'il devait aller à l'hôpital et se repentir. Taezan se précipita sur l'ennemi, chaque pas qu'il courait était sa main frappant quelqu'un. Il frappa continuellement, les faisant reculer. Il sourit triomphalement. Le vieil homme barbu lui demanda qui il était. Le sang éclaboussait tout le parking, il sourit avec confiance et se présenta comme Yang Taezan. Dans le bureau du chef de service, le téléphone sonna. Le chef de service décrocha rapidement le téléphone pour répondre. Il cria à l'autre bout du fil, demandant ce qu'il faisait qui prenait tant de temps. Il se plaignit qu'il travaillait trop lentement, et que ce n'était qu'un gamin, mais qu'il mettait tant de temps. Taezan salua le chef de service. Est-ce qu'il tenait le téléphone en ce moment? Entendant la voix d'un inconnu, le chef de service paniqua et demanda qui était à l'autre bout du fil. Il dit qu'il était Yang Taezan, ce qui choqua le chef de service. Taezan demanda au chef de service pourquoi il le cherchait, alors qu'à ce moment-là, dans le parking, il y avait un cadavre ensanglanté et ils étaient tous évanouis. Taezan alla droit au but, disant qu'il n'avait rien à voir avec l'affaire de Yang Seon, car Yang Seon savait que c'était une drogue, alors comment pouvait-il le forcer à la boire? Il demanda, personne ne savait ça, même le président? Il dit qu'il était très doué pour brûler la maison des autres, mais qu'il n'était bon à rien d'autre. De l'autre côté, la voix du chef de service retentit. Il demanda où était le chef d'équipe Wang et pourquoi il avait répondu au téléphone. Le chef d'équipe Wang était allongé par terre, alors il dit au chef de service qu'il avait une commotion cérébrale et qu'il ne pouvait pas répondre au téléphone, alors il l'aidait. Taezan était agacé, et dit à l'autre bout du fil de se taire et de l'écouter. Taezan promit au chef de service que si quelqu'un le touchait, il donnerait à tout le monde toutes les photos et vidéos d'aujourd'hui, car aujourd'hui le pouvoir de vie et de mort était entre ses mains. Il continua à menacer le chef de service, disant que même s'il était stupide, il savait quoi dire et quoi ne pas dire. Ces paroles firent paniquer le chef de service. Il révéla également au chef de service que sa mère appartenait à la faction que tout le monde craignait et que le nom de famille de sa mère était Cho, ce qui le choqua. Taezan sourit et dit au téléphone qu'il ne devait pas se mêler de lui, et qu'il ne devait pas le laisser découvrir. Le chef de service était toujours choqué d'entendre que sa mère était du clan Cho, et il était presque sans voix. C'était le matin en Corée. Le bâtiment de Taezan fonctionnait depuis le début de la matinée, il regarda l'écran et dit qu'aujourd'hui il avait un contrat très important, alors il appela tôt. Le directeur à l'écran lui fit un rapport en disant qu'aujourd'hui il avait une signature de contrat à 11 h et lui demanda s'il avait d'autres instructions.
Taezan dit au directeur qu'il espérait qu'il arrangerait tout bien. Il continua à demander au directeur à propos du cabinet d'avocats, et le directeur lui dit également qu'il avait la moitié de l'accord pour transférer. Il fut heureux d'entendre cette nouvelle. Le directeur lui demanda comment il allait ces derniers temps. Il rassura le directeur et dit qu'il n'y avait rien à craindre. Il lui dirait plus tard s'il avait une chance. Le directeur accepta joyeusement, et ils mirent fin à la conversation. Taezan pensa au père de Yongseo. Il devait se débattre dans ce gâchis. Il rappela Robert et lui demanda comment se passaient les préparatifs. Robert lui demanda ce qui s'était passé. Il lui dit qu'il avait failli être kidnappé par Hana. Robert fut choqué d'entendre que son patron avait été kidnappé. Il voulut appeler les assassins pour les envoyer en Corée pour lui. Il se mit à transpirer à froid. Il dit qu'il avait des assassins en Corée qui pouvaient tout régler rapidement et sans laisser de traces. Il ne voulait pas utiliser un couteau de boucher pour tuer un poulet. Il dit à Robert de ne pas renvoyer personne et lui demanda comment se passait la situation. Robert dit que tout était prêt et qu'ils attendaient juste son ordre. Il lui ordonna de commencer aujourd'hui et de se préparer à faire un grand coup. Robert accepta rapidement la tâche et dit qu'il la terminerait immédiatement. Il voulait envoyer tout l'argent à un autre endroit pour qu'il ne puisse pas tout acheter d'un coup. Ensuite, il les finirait tous. Robert acquiesça rapidement et dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Il savait que dès demain, le président osserait un poisson sur la planche à découper. Dans le bureau de la société, le président demanda au directeur s'il avait confirmé qu'il était vraiment de la famille Gio. Le directeur dit qu'il avait personnellement enquêté et confirmé que c'était vrai. Le directeur dit que la mère de Taezan était la fille de l'ancien président. À ce moment-là, il se rendit compte que sa mère était en fait la demi-sœur du président actuel. Le manager lui annonça une autre mauvaise nouvelle, toute l'équipe d'eux envoyés avait été vaincue par Taezan. Il était furieux et dit qu'ils étaient tous inutiles. Mais à ce moment-là, le manager s'inquiétait que la famille Gio soit en colère. Il dit que le président de cette famille était aussi un type inutile et qu'il n'y avait rien à craindre. Le manager dit que la maison de Taezan avait beaucoup d'argent et d'actions. Il était très inquiet de cela. Il lui demanda avec colère ce qu'il en était de ses Wayons. À ce moment-là, le téléphone sonna. Il décrocha le téléphone et l'autre bout dit que le directeur financier avait besoin de le voir d'urgence. Il fut surpris d'entendre parler du directeur financier. Il l'invita dans son bureau. Le directeur financier entra en courant et l'appela. Il avait une pile de documents dans sa main. Le manager et le président furent aussi surpris par son attitude. Ils lui demandèrent ce qui se passait et pourquoi il était si pressé. Il dit à bout de souffle que quelque chose de grave était arrivé à la société. Il lui demanda ce qui s'était passé. Il dit à bout de souffle que la société était attaquée par des fonds affiliés de l'étranger. Le président et le chef de service paniquèrent en entendant cette nouvelle. Mais ils furent encore plus paniqués lorsque le directeur financier dit que tout avait été vendu à découvert. Ils devinrent pâles de peur, comme s'ils avaient perdu plusieurs litres de sang, et crièrent pour confirmer à nouveau cette information. La radio annonçait que le cours de l'action du groupe Hana baissait chaque jour. Ils annoncèrent également que le partenaire américain de la société Hana était sous le coup d'une enquête du Bureau fédéral des impôts pour suspicion d'évasion fiscale. La conséquence de cela était que le cours de l'action du groupe avait chuté de plus de 40%. Cette information allait provoquer une crise financière mondiale. À ce moment-là, Taezan conduisait sa voiture adorée et remarqua qu'il était trop tard pour qu'il fasse quoi que ce soit. Son visage montrait une expression rusée, et c'était le prix qu'il devait payer pour ce qu'Hana Group avait fait. Pas étonnant qu'il puisse conduire si calmement. La scène changea pour l'école qu'il fréquentait. Il alla au distributeur automatique à l'école et s'acheta une canette d'eau. Soudain, quelqu'un l'appela, le faisant sursauter. Il se retourna, et c'était sa seigneur Azin. Elle le regarda et dit qu'il avait l'air d'aller bien aujourd'hui. Il la remercia timidement de l'avoir invité à un délicieux repas la veille. Elle lui demanda pourquoi il ne l'avait pas rappelé, mais Taezan pensa dans sa tête que c'était parce qu'elle lui avait avoué ses sentiments quand elle était ivre, alors il ne pouvait probablement pas répondre à cette question. Alors il évita cela en complimentant Yuji pour être très belle aujourd'hui, même si le vêtement de sport qu'elle portait n'avait rien de spécial.
C'était aussi grâce aux compétences de séduction que Monsieur Nova lui avait enseignées. Cette phrase surprit Yuji. Taezan semblait beaucoup se soucier de cette sœur, alors il lui donna une canette d'eau et dit, « Le temps se réchauffe, mais il fait encore très froid, s'il te plaît bois. » Il dit cela en faisant un clin d'œil, et cela rendit Yuji très surprise par sa façon de parler habile. Elle pensa qu'il était un salaud. Taezan ne répondit pas à sa question, mais dit qu'il l'inviterait à un repas la prochaine fois. Il dit aussi délibérément qu'il avait un cours et qu'il devait partir en premier, ce qui rendit Yuji si en colère qu'elle eut l'impression d'avoir 2 cornes de diable sur la tête. Elle lui demanda s'il allait assister à la réception des nouveaux étudiants, et elle pensa dans sa tête que pourquoi moi, une ancienne étudiante, j'ai aussi un cours, et j'ai un cours majeur ce jour-là, le jour de la réception. Mais les nouveaux étudiants du département de droit n'ont pas de cours majeur le lundi. Elle savait qu'elle avait été dupée, alors elle ne pouvait pas réprimer sa colère. Taezan marchait tranquillement. L'atmosphère de la meilleure université de Séoul était incontestable. Les installations ici semblaient argentées. Il y avait toutes sortes de gens qui étudiaient ici, principalement 2 types, les célibataires et ceux qui avaient des partenaires. Igu était assise en classe et la fille à côté d'elle lui demanda. Elle lui demanda pourquoi elle avait l'air triste comme si elle avait été larguée. Igu était gênée et nia qu'elle pensait devoir dessiner pendant 2 ans de plus et qu'elle trouvait cela difficile. La fille à côté d'elle semblait ne pas croire ses paroles, car elle pensait qu'Igu était très intelligente mais aussi vague sur l'avenir. Elle continua à dire que la famille d'Igu devait être très occupée, alors elle devait juste étudier dur et obtenir de bonnes notes et ensuite partir à l'étranger et devenir professeur. Tout le monde commença le cours. Le conférencier aux longs cheveux commença à prêter attention aux gens autour de lui et demanda immédiatement la présence. Il continua à dire aux étudiants en bas que cette présence ne serait pas répétée, car pour lui, un artiste, les meilleurs mots ne pouvaient être que ses propres peintures. Il donna également une grande opportunité à tous ceux qui participaient aux meilleurs concours d'art, ils seraient dispensés de tous les cours immédiatement. Cela compterait bien sûr toujours pour les notes de tout le monde, mais il y aurait des exceptions. C'était si quelqu'un pouvait peindre une image qu'il aimait, il passerait toutes ses matières principales. Après avoir dit cela, il regarda avec arrogance la foule des étudiants en bas. Il commença à appeler chacun par son nom, et il connaissait très bien quiconque il lisait, y compris Igu. Il avait raison, car elle avait été dans sa classe l'année dernière. Il y avait un gars qui était appelé, il était un étudiant en congé, mais il avait l'air d'un imbécile. Il commença à voir un phénomène étrange quand il regarda le livre de présence, car il vit un étudiant en droit dans sa classe. La sœur de Yuji entendit l'étudiant en droit et fut terrifiée. Elle fut très surprise d'entendre cela. Elle pensait probablement que c'était vrai, le professeur lisait très fort et clairement, le nom Jang Taezan soudain sa voix s'éleva derrière Yuji. Elle ne croyait vraiment plus à cela. Elle regarda attentivement Taezan pour voir si c'était vraiment lui, qui d'autre pouvait être que lui. Le professeur semblait confus et dit qu'il semblait s'être inscrit dans la mauvaise classe, non? Taezan répondit très fort et clairement, non, monsieur, c'est juste, pas faux, professeur. L'apparence séduisante de Taezan fit remarquer Sho, la fille assise à côté de lui, et demanda à Yuji si elle le connaissait. Yuji ne savait pas quoi dire à ce moment-là. Le professeur continua à demander à Taezan pourquoi il ne comprenait pas pourquoi un étudiant en droit était ici, mais il ne s'était pas inscrit pour les matières générales, non? Il répondit à la surprise de tout le monde qu'il avait entendu dire que les autres matières étaient aussi générales. Le professeur répondit qu'il devait être bon à 100% de la partie pratique. Taezan argumenta dans l'agacement du professeur et l'étonnement de Yuji. Il dit que n'était-ce pas le professeur qui avait dit que pour un artiste, les mots étaient ses propres peintures. Le professeur se défendit que l'affirmation n'était valable que pour cette spécialité, mais il répondit aussi qu'il étudiait aussi l'art. Le professeur commença à s'agacer et demanda à Taezan s'il pouvait arrêter de plaisanter. Même s'il était nouveau, sa patience avait des limites. Il continua à dire que ce soir, tout le monde avait une semaine pour changer son inscription. Ils devraient s'inscrire à nouveau pour leur propre matière. Taezan était très déterminé et dit qu'il ne voulait pas parce qu'il était confiant qu'il ferait bien. Cette insulte rendit le professeur assez en colère pour crier et frapper sa main sur la table. Il cria de surprise à tout le monde parce qu'il pensait que Taezan le traitait comme un idiot et que cela le rendait si en colère.
Taezan répondit toujours poliment qu'il aimait vraiment plus l'art que le droit. Il était confiant qu'il pouvait bien faire dans cette matière car l'art était la beauté, donc tout le monde pouvait l'apprendre. À ce moment-là, le professeur était en colère au point de devenir noir. Il était toujours très confiant et il voulait prouver à ce professeur qu'il demandait au patron de le laisser faire les devoirs. Les étudiants ici pouvaient tester n'importe quelle technique, car cela n'avait pas d'importance pour lui. Le professeur entendit cela, puis sourit et rit à gorge déployée. Il serait certainement celui qui le noterait. Mais cela ne l'effrayait pas du tout. Il dit qu'il serait le juge de ce test, et si Taezan échouait cette fois, il devrait se taire et partir. Taezan sourit calmement et acquiesça à ces mots. Yuji était très inquiète pour lui dans ce test, car elle ne savait pas s'il avait vraiment la capacité ou non. Tout le monde dans la salle était très choqué par un étudiant en droit qui voulait essayer l'art. Mais il n'était pas inquiet du tout et réconfortait même tout le monde à ce moment-là. Il tomba dans un espace différent, une fée lui dit qu'il était arrivé. Eh bien, il l'attendait depuis longtemps. Il était très surpris car il ne savait pas qui était la personne devant lui. Il avait une barbe et lui souriait. Il se présenta comme son oncle et un peintre. Il lui demanda s'il était son oncle. Était-il aussi l'un des ancêtres de sa famille? Il sourit et dit qu'en Corée, tout le monde était frère, sœur, tante et oncle sur une même terre. Il expliqua que s'il rencontrait une personne plus âgée, il devait aussi l'appeler tante ou oncle comme ça. Cela signifiait que tout le monde était lié d'une manière ou d'une autre. Entendre cela le fit transpirer. Il s'avéra que cette personne faisait semblant. Mais il attrapa rapidement le point qu'il dit, qu'il était un peintre. Il réalisa rapidement qu'il était la fée de la peinture ivre de la légende. Il ricana et dit que, oui, il était la fée de la peinture ivre. Il sourit et ne comprenait pas pourquoi il était ici. Voyant son visage, il dit qu'il ne lui avait pas apporté de problème, alors pourquoi avait-il l'air comme ça? Puis il expliqua qu'il voulait aussi venir ici pour l'aider. Mais, aider signifiait échanger les points qu'il avait. Au final, il comprit que c'était à cause des points qu'il était apparu. Il dit qu'il y aurait un marché, il lui apprendrait à dessiner, et il lui donnerait les points. Il savait qu'il devait traiter calmement avec des gens comme lui. Il lui demanda d'un air perplexe, à quoi sert d'enseigner ça? Il énuméra les bonnes choses de la peinture, disant que la peinture pouvait aussi rapporter beaucoup d'argent, surtout à cette époque. Mais il lui dit franchement qu'il avait beaucoup d'argent et qu'il ne voulait plus peindre pour l'argent. Il sentit qu'il était très égoïste, pas généreux du tout. Il dit que, si vous êtes avare, même si vous devenez moine, vous serez avare. Mais il ne pensait pas ainsi, car il avait une vie heureuse avec le ventre plein tous les jours. À ce moment-là, soudain, une voix appela au travail par derrière. Quelques inconnus vinrent devant le maître et dirent qu'ils l'attendaient depuis longtemps dans la maison. Les voix des 4 d'entre eux parlant et discutant se firent entendre. Tessa les fixa du regard, faisant attention à la façon dont il s'habillait. Il sentit qu'ils lui étaient très familiers, mais ne se souvenait toujours pas de qui ils étaient. Il demanda au peintre qui étaient les personnes qui venaient d'arriver. Le maître dit qu'il ne les connaissait peut-être pas, car ils n'étaient pas très célèbres. Ces personnes le saluèrent rapidement. Un homme aux cheveux longs se présenta comme Gayujiun. Entendre son nom le rendit très choqué, pensant qu'il avait mal entendu. Voyant son visage, il se corrigea, son nom était Paul Gayujiun. Il savait que cette personne était un peintre célèbre, représentant la peinture impressionniste. Il présenta l'oncle chauve à côté de lui. Il pensait que peut-être il connaîtrait cette personne. L'oncle chauve se présenta, son nom était Puchiadance. Il savait que cette personne était le solitaire qui était comparé au père de la peinture moderne. Il fut très surpris par les personnes qui venaient d'apparaître et de se présenter. Soudain, il regarda derrière les deux. Un homme se tenant étrangement dans ses mains lui fit également sentir très familier. De plus, ses mains étaient bandées, ce qui lui fit penser à quelque chose qui le choqua. Avec ses propres pensées, peut-être que cet homme était Van Gogh. À ce moment-là, dans la classe, sa main dessinait encore sur le papier blanc. Tous les étudiants de la salle se démangeaient à ses traits. Sa main continuait à dessiner sans arrêt, sans s'arrêter. Tout le monde regardait le tableau qu'il dessinait,
stupéfait comme une statue. Tout le monde regardait l'événement devant eux, pensant que c'était vraiment fou qu'un étudiant en droit puisse dessiner un tableau comme ça. Tout le monde reconnaissait que les couleurs de ce tableau étaient toutes dans le style de Van Gogh, même le professeur était très paniqué quand il regardait le tableau qu'il avait dessiné, comme un dieu de la peinture plein du style de Van Gogh. L'université coréenne était toujours animée, les étudiants se déplaçant constamment comme une broche dans la salle de conférence ouest. Le professeur était assis là depuis la fin de la conférence, regardant la peinture de Young Tae-san. La couleur du tableau était la folie et l'âme que seul Van Gogh pouvait exprimer. Il sentait que Tae-san avait plus de talent pour la peinture que lui. Tout dans le tableau n'est pas compliqué, mais c'est intentionnel. Il savait que s'il apportait ce tableau au peintre célèbre pour l'évaluation, il dirait sûrement que c'était l'œuvre de Van Gogh, seulement différente dans la couleur. Sa coloration n'était pas désespérée et misérable comme Van Gogh, mais ces choses étaient compensées par la paix et la simplicité, rendant le tableau très chaleureux. Un autre professeur courut avec un tableau pour le trouver. Il demanda au professeur Cha, « Qu'est-ce que tu es venu me chercher ?» Il dit joyeusement qu'il avait rencontré une personne très terrible aujourd'hui. Il dit qu'il avait rencontré un peintre, mais il ne savait pas qui était le peintre dans ces mots. Le professeur Cha rendit le tableau du tigre à la table pour que le professeur le voie. Le tableau du tigre était très vivant, et les deux personnes furent très surprises de le voir, car il semblait que le tigre bougeait dans le tableau, surtout les yeux du tigre étaient très expressifs, comme s'il pouvait s'échapper du tableau à tout moment et rugir. Faites savoir à tout le monde que c'est le roi de la montagne. Le professeur fut très émerveillé par le tableau avec la technique de peinture très habile qui avait atteint le sommet. Le professeur regarda le professeur Cha et lui demanda si l'œuvre était la sienne. Si oui, il était certainement un grand peintre. Le professeur Cha nia rapidement qu'il avait peint le tableau. Alors peut-être que ce tableau, provenant d'un ancien étudiant en art, ou quelque chose comme ça, dit le professeur Cha. Récemment, c'était une peinture d'un étudiant qui n'avait pas encore obtenu son diplôme, ce qui surprit le professeur. En regardant de près le tableau, il y avait une marque rouge vif, un sceau sur le tableau qui révélait le peintre qui l'avait peint. Et ce sceau portait le nom de Yang Tae-san. Le professeur lui demanda avec suspicion si l'étudiant avait assisté au cours de l'après-midi ou non. Le professeur Cha dit rapidement qu'il avait assisté au cours cet après-midi. Le professeur demanda joyeusement, « Êtes-vous sûr qu'il est étudiant en droit ?» Le professeur Cha dit que c'était vrai comme il l'avait dit, en regardant le tableau, le professeur se flétrit. Dans l'après-midi en Corée, Yuji regarda Tae-san avec un visage curieux. Pourquoi était-il apparu dans la salle de dessin? Tae-san lui demanda indifféremment, « Est-ce qu'il n'est pas permis aux étudiants en droit de dessiner ou quelque chose comme ça ?» Elle dit rapidement avec embarras qu'elle ne voulait pas dire ça. Tae-san sourit et lui demanda, « Qu'est-ce que tu voulais dire alors ?» De toute façon, il lui demanda pourquoi il buvait du vin de riz en plein jour. Tae-san dit que, en la voyant, il avait envie de vin de riz. Tae-san avait bu jusqu'au deuxième pot, tous les deux étaient glissants, tombant sur la table. Yuji lui reprocha que s'il n'était qu'un étudiant de première année, il ne devait pas boire d'alcool le premier jour d'école comme ça. Tae-san vieux et aveugle dit qu'il ne buvait que quand il la rencontrait, il ne buvait pas comme ça avec n'importe qui d'autre. En l'entendant dire cela, elle fut étonnée, ouvrant grand les yeux pour voir sa réaction. Il sourit mystérieusement. Soudain, il la complimenta pour être vraiment belle, la faisant rougir. La nuit en Corée était toujours l'odeur familière de la couverture en coton chaud qu'elle avait sentie auparavant. Yuji se réveilla avec un mal de tête comme un marteau après une nuit de beuverie. Ouvrant grand les yeux, elle fut surprise de se retrouver chez Tae-san. C'était la chambre familière où elle avait séjourné, et cette fois elle continua à s'évanouir comme avant, étant ramenée ici. Elle était gênée de se calmer. Puis, elle ouvrit la couverture pour vérifier si ses vêtements avaient bougé par rapport à avant d'aller se coucher. Plus précisément, quand elle vit qu'elle n'avait rien perdu, elle pensa que cette fois elle avait bu tellement qu'elle s'était évanouie comme ça. Sortant de la chambre, elle reprocha rapidement à Tae-san. Chaque fois qu'elle le rencontrait, elle se saoulait. En marchant vers le bureau, il y avait beaucoup de tableaux. Le tableau le plus en vue était celui de Gauguin. Elle fut horrifiée de voir ces tableaux, ne pensant pas que tous pouvaient être dessinés par Tae-san. À l'université coréenne. Faculté de musique, le son doux et mélodieux du violon, se mêlant à la musique des autres instruments.
Le professeur de la faculté de musique était assis là, pensant à sa patrie. Il se sentait très nostalgique et voulait retourner dans sa ville natale, car il avait atteint la quarantaine. Mais soudain, il entendit un son merveilleux provenant du piano dans la salle. Taezan jouait du piano sur la scène. Il fut très surpris qu'un étudiant de première année puisse jouer une pièce de musique légendaire avec une telle difficulté. Sa main élancée glissa sur les touches avec douceur. Toutes les personnes qui l'accompagnaient sentirent que ses compétences au piano étaient trop étonnantes. Beaucoup de gens debout là furent stupéfaits en entendant ce son. Les yeux curieux le regardèrent et ne savaient pas qui il était qui pouvait jouer une telle pièce de musique légendaire. Comme un génie. En regardant ces tableaux, Yuji sentit que Taezan était un génie né. Soudain derrière Taezan lui demanda comment elle se sentait à propos de ces tableaux. Yuji découvrit que Taezan jouait du piano, ce qui l'a surpris complètement quand il pouvait à la fois peindre et jouer du piano. Il la regarda joyeusement et lui dit que si elle aimait un tableau, elle pouvait le prendre. Elle pouvait difficilement croire qu'il pouvait lui donner de tels chefs-d'œuvre si facilement. Il dit qu'il y avait encore quelques tableaux sur le chevalet, et qu'elle pouvait y jeter un coup d'œil. Il se leva du piano et lui demanda comment était sa performance. Elle ne savait pas comment le dire, mais elle se sentit très rafraîchie après avoir écouté. C'était la première fois qu'elle entendait une musique aussi belle. Il sourit et la remercia poliment. Elle sentit qu'il était comme une personne qui pouvait tout faire, très cool. Elle lui demanda s'il se préparait pour une compétition ou quelque chose comme ça. Il s'approcha d'elle et dit non, ce qui la gêna. Il dit qu'il voulait postuler pour le département de piano de l'école de musique l'après-midi. Yuji se sentit folle quand un étudiant en droit choisit l'art et le piano comme matière secondaire. Dans l'école de musique, les applaudissements de tout le monde étaient assourdissants. Taezan sourit quand il entendit les applaudissements. Tout le monde l'acclamait pour sa performance excellente. Il salua tout le monde et se présenta comme Jian Taezan, un étudiant en droit qui postulait pour le piano l'après-midi. Tout le monde fut choqué quand ils entendirent qu'il était un étudiant en droit. Parce qu'un génie musical ne devrait pas être dans le département de droit. Il regarda tout le monde et entendit les murmures d'éloges sur lui-même, les faisant se sentir satisfait. Le nouveau bureau de Taezan et l'avocat parlaient du transfert du nouveau bureau. L'avocat dit qu'il était vraiment jaloux de Taezan. Il lui demanda pourquoi il l'avait appelé ici, s'il y avait quelque chose d'important. Taezan l'appela pour discuter de l'acquisition de l'entreprise qu'il avait mentionnée auparavant, et qu'il aurait bientôt un entretien. L'avocat ne comprenait toujours pas ce que ces choses avaient à voir avec lui, et pourquoi il était appelé ici. Taezan dit qu'il était le directeur du cabinet d'avocat Samu et qu'il aurait plus d'expérience que lui. Si c'était le cas, il pourrait l'aider beaucoup dans les relations sociales sur le droit. En fait, l'avocat savait qu'il voulait juste l'utiliser comme un bouclier. Taezan lui demanda s'il l'aiderait s'il y avait des frais de consultation. Il hésita et dit que l'argent n'était qu'une illusion. L'avocat transpira à grosses gouttes et dit qu'il était celui qui avait changé sa vie. Donc travailler pour lui était aussi une chose normale. Le téléphone sonna à l'autre bout de la ligne, indiquant que l'intervieweur était arrivé. Tessa attendit rapidement qu'ils entrent dans son bureau. Un homme gras entra pas à pas jusqu'à ce qu'il soit devant l'avocat. Il s'inclina à un angle de 90 degrés et salua respectueusement le PDG de l'avocat. Gêné, il dit qu'il n'était pas le PDG. L'oncle gras regarda autour de la pièce et ne savait pas où il était. L'avocat pointa du doigt Yang Taezan et dit qu'il était le PDG. L'homme gras regarda Taezan et demanda hésitant s'il était vraiment le PDG. À ce moment-là, dans l'esprit de Taezan, il pensa que cette personne était un outil naïf et honnête. Taezan tendit la main devant lui pour lui serrer la main. Puis, il se présenta comme Jian Taezan, le PDG du groupe d'investissement. Il semblait assez confus quand il réalisa que le patron était si jeune. Taezan savait qu'il s'était consacré à Tube dans sa vie précédente. Il avait une grande taille, des épaules fortes, un front large et une paire de grands yeux brillants qui pouvaient se jeter sur la proie à tout moment. Il s'inclina rapidement et serra la main de Taezan. Il se présenta comme le PDG de la société Baoan, nommé Jinwon. Cette poignée de main marqua le début d'une nouvelle ère pour la société Baoan, qui était au bord de la faillite, passant de 50 personnes à 20 personnes. Jinwon fut très surpris que Taezan soit si jeune.
Taezan l'invita à s'asseoir et le taquina, disant qu'il n'avait pas besoin d'avoir peur. Il ne savait pas non plus comment mordre la société et résoudre le problème de l'effondrement. Jinwon tenait la société avec tout le capital qu'il avait. Il avait vraiment besoin d'une bouée de sauvetage. L'avocat se présenta rapidement comme le directeur du cabinet d'avocats Samu. Il dit qu'il ne fallait pas regarder Taezan trop négativement. Il avait aussi entendu quelques présentations sur lui et voulait l'interviewer à travers cette conversation. Jinwon les remercia tous les deux maladroitement. Soudain, la voix de Taezan s'éleva alors qu'il disait qu'il allait reprendre la société Baoan. Jinwon fut choqué et surpris, regardant Taezan avec une expression soupçonneuse. Taezan ne comprenait pas non plus pourquoi cet oncle Force le regardait si intensément. À l'improviste, Jinwon prit la parole et dit que la société Baoan avait fait faillite, et qu'investir dedans ne serait pas bénéfique. Taezan sourit et dit que c'était parce qu'elle était sur le point de faire faillite qu'il y investissait, faisant en sorte que l'oncle Force ne comprenne pas ce qu'il disait. Il continua à dire qu'il brûlait de l'argent dans la société Baoan pour se protéger. Jinwon lui rappela qu'engager de la sécurité extérieure serait moins cher que d'engager celle de la société Baoan. Jinwon dit que, comme ils étaient tous des vétérans, le loyer était très élevé. Taezan dit que parce qu'il faisait confiance aux actions de Jinwon, il avait décidé d'investir dans cette société en faillite. Il continua à dire qu'il reprendrait 20 employés de la société, dont le directeur Han. Cela le surprit beaucoup. Taezan dit aussi qu'il fournirait le dernier équipement et moderniserait la société. Il regarda son oncle Luc Luong et lui demanda son avis. Son oncle versa des larmes et fut touché. Il ne cessait de dire qu'il était reconnaissant à Taezan. Son oncle Luc Luong souligna la première tâche, embaucher 50 nouveaux employés pour la société. Il était très heureux et dit que tout ce qu'il voulait faire, il suffisait de le lui dire. Taezan et l'avocat le regardèrent et sourirent avec satisfaction. La deuxième chose qu'il voulait que son oncle fasse était de déménager la société au 5e étage du bâtiment. Immédiatement, à ce moment-là, le système annonça qu'il avait reçu beaucoup de points de karma. C'était la nuit en Corée. Taezan était assis sur l'ordinateur. Sur l'écran, il ouvrit une page d'actualité financière disant que la société d'Anna était au bord de la faillite. En voyant cela, il fut très heureux. Il trouvait que le journaliste était très excellent. Il fallait lui donner plus d'argent pour écrire des pages comme celle-ci. Les commentaires tournaient autour de la question de la faillite de la société d'Anna. Il pensait que peut-être le président de cette société était très désespéré en ce moment. Soudain, le système lui signala qu'il avait reçu des points de mal. En regardant dehors, il faisait noir. Il voulait appeler les dieux pour apprendre les leçons pour le lendemain. Il parla à l'air et demanda s'il y avait un dieu qui se spécialisait dans la technologie de l'information. Soudain, il fut surpris de voir une lumière briller depuis l'ordinateur. L'ordinateur avait un grand faisceau de lumière qui lui éclairait le visage, le rendant très ébloui. Il tomba dans un endroit sombre où il n'y avait rien que l'œil nu puisse voir. Il cria vers la lumière, demandant « Est-ce que cette personne est un dieu ?» La lumière lui dit que peut-être qu'on pouvait l'appeler un dieu. Il était très curieux, y a-t-il quelque chose d'incertain à être un dieu, ou quoi? Un garçon, fumant, dit qu'il l'attendait depuis longtemps. Taezan fut très surpris qu'un dieu l'attende. La silhouette sortit de l'obscurité et lui dit qu'il avait dormi. Il serait le premier à l'invoquer. Taezan pensait que cette personne n'était pas normale du tout. Soudain, il dit qu'il était vraiment déçu, le faisant ne pas comprendre ce qu'il disait. Le frère expliqua qu'il avait pensé qu'il obtiendrait le premier point avant les autres dieux. Il dit aussi qu'il était différent des autres mortels. Il était confus et pensait que peut-être qu'il y avait d'autres personnes comme lui dans ce monde. Il regarda la silhouette dans le noir et voulut qu'il allume la lumière, mais il refusa, parce qu'il ne lui faisait pas très confiance. Taezan pensa dans sa tête que peut-être que ce dieu venait de finir de jouer avec quelque chose et qu'il était très haut. Clairement, s'il allumait la lumière, la personne qui serait gênée serait lui, pas Taezan. Soudain, l'obscurité parla et le maudit pour être un imbécile. Il fut choqué d'être réprimandé sans connaître la raison. Taezan perdit sa patience, joua au chat et à la souris avec lui et lui demanda qui il était au final. Il lui présenta son nom à nouveau, mais il ne voulait vraiment pas connaître son nom, il voulait juste connaître son titre.
Le garçon, il appartenait au chariot du dieu araignée, ou à une autre alliance séparée. Il sourit et dit qu'il n'appartenait pas à la faction de l'araignée, parce que c'était trop ennuyeux. Taezan fut aussi surpris qu'il osa critiquer le dieu araignée. Il regarda l'espace sombre, la personne devant lui insulta le grand dieu. Il pensa que peut-être que cette personne était un dieu maléfique. Il fut effrayé par ses propres pensées. Il tapota la cendre de cigarette et se présenta à nouveau. Il était un dieu qui aimait le plus les points de mal, nommé Jimmy CGV. Il le réconforta, pas besoin d'avoir peur de lui, parce qu'il ne prendrait pas son âme comme les méchants dehors. Soudain, il lui demanda à quel point il voulait être compétent en informatique. Il dit qu'il n'avait pas de grandes exigences, il voulait juste connaître un peu de tout. Il lui demanda s'il savait ce qu'était la nature du contrat. Il dit rapidement non. Il expliqua que ce contrat nécessitait un dépôt de points de mal avant de compléter la transaction. Il fut surpris parce que c'était la première fois qu'il savait qu'il devait déposer des points. Il expliqua plus loin, les points de mal étaient les points pour invoquer les dieux maléfiques et utiliser ces points pour les invoquer pour échanger des compétences. Il loua ces points de mal pour être très pur. Enfin, il soupira de soulagement, parce que cette personne venait ici juste pour ses points. Il sourit méchamment comme s'il allait exécuter son plan. Mais à ce moment-là, Taezan dit qu'il méprisait la compétence qu'il utilisait ses points de mal pour échanger, le faisant paniquer.